Bonsoir. Je vous remercie vraiment d'être finalement si nombreux ce soir pour le premier coup d'envoi, puisqu'on est en mode football et euro, du Festival Italissimo à la Maison de la Poésie. Donc remercier évidemment Olivier Chaudençon, toute l'équipe de la Maison de la Poésie qui nous accueille tous les ans. Remercier, alors c'est mon rôle de remercier les partenaires, le Centre national du livre, la Sofia, le Centre, alors je le dis en français, pour la lecture, le livre et la lecture en Italie, Montepaschi. Et je vais vous laisser. Donc vous avez le programme à l'entrée. Milena Agus signera ses livres à la suite de la rencontre. Que dire encore? Vous souhaitez un très bon festival et on espère vous revoir pendant tout le week-end. Merci et bonne soirée. Bonsoir à tous. C'est effectivement un grand plaisir de voir autant de monde. On avait besoin de contact humain, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et alors, pour une si belle occasion, le plaisir de vous retrouver, Milena Agus, pour Italissimo, vous retrouver avec votre tout nouveau roman, Une saison douce, publié aux éditions Liana Levy. Vous nous emmenez, comme toujours, dans ce lieu que vous avez affectionné tant, qui est la Sardaigne, avec des personnages de femmes, des femmes qui sont à la fois poétiques, tendres, qui sont ancrées dans la vie et qui en même temps rêvent du début à la fin de vos livres. Ces femmes, elles sont plusieurs. Dans Une saison douce, nous nous trouvons dans un village un peu abandonné de tous, des enfants qui sont partis, des petits-enfants, abandonnés aussi du gouvernement, des institutions, et des gens qui essayent de vivre tant bien que mal entre eux, avec leurs amitiés, leurs déceptions, leurs amours perdus. Et tout d'un coup, arrivent dans ce petit village perdu ceux qu'on va appeler les envahisseurs. Alors les envahisseurs, ce sont, on leur a deviné, ce qu'on appelle des migrants. Ils sont accompagnés d'humanitaires et on leur a proposé de s'installer dans un bâtiment qu'on appelle la ruine. Évidemment, la ruine, c'est un bâtiment qui a été laissé à l'abandon et dans lequel ces envahisseurs, comme les appellent les habitants du village, vont devoir passer un certain temps. Et là, évidemment, les envahisseurs, c'est un problème pour beaucoup d'entre eux, mais certaines femmes vont s'approcher, essayer de comprendre, essayer de découvrir ces personnes venues d'ailleurs, avec leur histoire, avec leur passion, leur chagrin. Et tout d'un coup, une nouvelle communauté d'êtres humains va se créer. Alors, première question pour vous, Milena Agus, Une saison douce. Comment est née l'idée de ce livre? Qui sont ces femmes qui ressemblent, me semble-t-il, étrangement à un chœur antique? Allora, il libro è nato dall'esigenza mia personale di esprimere la situazione di chi non è abbastanza ferrato in politica, è un po' fuori dal mondo. Non è particolarmente buono, insomma, volevo che si trovassero di fronte a un grave e grandissimo problema come quello dei migranti, delle persone normali. Quindi anche persone che non sanno bene le cose e quindi gradualmente ho messo di fronte queste donne piano piano di fronte alla possibilità di essere buone, persone che di essere buone non ne avevano voglia, cioè non erano particolarmente interessate a questo.
Alors, mon livre est né d'une exigence, une exigence qui m'est toute personnelle, celle d'exprimer la situation de quelqu'un, une personne quelconque, qui n'est pas très expert en politique, qui vit un petit peu en dehors du monde, qui n'est pas spécialement bon moralement. Et je voulais faire en sorte que cette personne se trouve face à un problème grave, important, et qu'elle soit représentée par des personnes morales, des personnes même qui ne savent pas toujours bien faire les choses. Alors j'ai mis ces femmes face à la possibilité d'être bonnes, elles qui n'en avaient pas envie de cette bonté d'âme, elles n'étaient pas du tout intéressées à cela. In questo periodo della mia vita, perché anch'io sono vecchieggiante come il coro delle signore, cioè che non sono più giovani, non sono però ancora molto vecchi, però vecchieggianti. In quest'epoca della mia vita chiaramente mi sono posta più di quando ero giovane il problema della bontà, no? Essere buoni, cioè il bene, il male, cercare di essere buoni. E a quel punto a loro ho fatto succedere una cosa, cioè nel Vangelo di Luca compare il famoso buon ladrone. Il buon ladrone che all'ultimo momento della sua vita capisce che quello che ha a fianco è speciale, che forse è Dio. Sì. E quindi a questo gruppo succede, e chiaramente nel libro c'è scritto, la fortunaccia del buon ladrone, che le mette davanti alla possibilità di fare del bene. Loro non ne hanno voglia, assolutamente, all'inizio. Sono solo curiose di vedere questi diversi. E poi però la possibilità gli viene data e non si girano dall'altra parte. È questa la storia in pratica. Alors, à cette période de ma vie, alors moi aussi je suis vieillissante, vecchieggiante, c'est un mot important du livre, comme le chœur qui est formé par les dames, mais pas encore vieille. À cette époque de ma vie, donc, où je suis moins jeune, je me pose la question de la bonté, du bien et du mal, et du fait d'essayer justement d'être bon. Donc j'ai fait en sorte qu'il arrive quelque chose dans le livre, et cela renvoie à l'évangile de Luc et au bon larron, qui au dernier moment s'aperçoit que celui qui est à côté de lui est bon, c'est Dieu en réalité, et voilà, c'est sa chance, peut-être sa mauvaise chance au bon larron, d'avoir la possibilité de faire le bien. Et alors c'est ce que j'ai mis dans mon livre, et ces femmes donc se retrouvent devant la possibilité de faire le bien alors qu'elles n'en ont pas du tout envie. Elles éprouvent de la curiosité envers ceux qui sont différents, et pourtant elles vont saisir cette possibilité. Elles ne vont pas se tourner, elles ne vont pas tourner le dos à cette possibilité. Alors, elles vont, par curiosité, vous l'avez dit, s'approcher de ces envahisseurs, et elles vont, pour pouvoir s'approcher, semble-t-il, aider. C'est-à-dire qu'au départ, l'aide qu'elles apportent, c'est pour pouvoir voir d'un peu plus près qui sont ces gens qui arrivent dans leur village, et finalement, elles sont d'une certaine façon prises au piège de la relation humaine. C'est bien ça ? Sì, all'inizio sono spinte esclusivamente dalla curiosità. Dopo il primo impatto, quando tutte le mattine si affacciano alle finestre sperando di vedere i migranti con i volontari andare via, no? Cioè togliersi dai piedi, insomma. Alla fine capiscono che questi non se ne vanno. Ed essendo curiose, devo dire, vivendo in quel paesino perduto
anche annoiate un po', sono attirate proprio, è la curiosità, non è la voglia di fare il bene che le motiva, non sono motivate dall'essere buone, ma dalla curiosità, dice, vediamo questi siriani, questi nigeriani e poi questi volontari chi sono. Sì, quindi è proprio così, sono mosse dalla curiosità e poi però alla fine, cioè non alla fine, piano piano è chiaro che la conoscenza porta sempre, la conoscenza dell'altro, soprattutto la conoscenza del diverso, porta a cambiare le idee sul diverso. Se noi tanti diversi avessimo la possibilità di conoscerli da vicino, cambieremmo le nostre idee. Alors, donc, en effet, au début, ces femmes, elles ne sont poussées que par la curiosité exclusivement. Et au moment de la première rencontre, du premier choc, elles se mettent à la fenêtre tous les matins pour regarder ces envahisseurs, en espérant surtout qu'ils partent, hein, qu'ils lèvent le camp. Puis elles comprennent que non, que peut-être justement cette curiosité qui les meut, parce qu'il faut bien voir qu'en réalité il s'agit d'un petit village perdu où il n'y a pas grand-chose à faire, et donc l'ennui les pousse à s'intéresser à ces migrants et non pas l'envie de faire le bien. Ce n'est pas l'envie de faire le bien qui les motive, d'être quelqu'un de bien. Elles se disent, eh bien, voyons un peu ces Syriens, ces Nigérians et aussi ces humanitaires, qui sont-ils? Elles sont mues surtout par la curiosité, mais petit à petit, elle va se transformer, cette curiosité, en connaissance de l'autre, en connaissance de la différence, qui va les mener à changer leurs idées sur la différence. Et en effet, si nous étions confrontés plus souvent à des gens différents, peut-être que nous changerions nos idées aussi sur la différence. D'ailleurs, très vite, hein, au tout début du livre, quand ces envahisseurs vont porter des vêtements qui vont leur être donnés, des vêtements européens, on va dire, les femmes disent « Les voir porter nos affaires nous fit une drôle d'impression parce qu'elle les rendait un peu comme nous et nous un peu comme eux ». C'est-à-dire que très vite, dès le début, il suffit d'un vêtement pour qu'on oublie le physique différent, la peau noire, la couleur des cheveux, et on voit tout d'un coup une personne avec laquelle on peut peut-être échanger et auprès de laquelle on peut peut-être soi-même changer. Donc il suffit d'un vêtement, en fait. Je dis, il suffit juste d'un vêtement. Sì. Allora, donne curiose, quindi, semplicemente curiose, un po' annoiate, forse perfino un po' pettegole. Alla fine si avvicinano a questo rudere, a questa casa abbandonata, che per un errore burocratico, perché il libro racconta anche questo errore, che per questo errore burocratico viene assegnato come sede di questi migranti e accompagnatori e volontari. Quindi a un certo punto poi, dal momento che non sono buone ma non sono neanche cattive, piano piano portano delle cose. E infatti, come dicevi, la prima cosa che le colpisce è che una volta che questi migranti sono vestiti come loro, danno un'immagine diversa che poi è quella giusta, e cioè che forse tutta l'umanità è veramente
di fratelli, e tutta l'umanità è davvero di uguali, e forse davvero cambiano soltanto le apparenze, ma poi nel profondo siamo tutti uguali. Sì. Il vestito è un esempio di apparenza, quindi sono in apparenza diversi, ma poi uguali. Donc ces femmes sont curieuses, elles sont un petit peu ennuyées, mais surtout elles sont bavardes, elles aiment bien raconter des ragots entre elles. Et c'est pour ça qu'elles s'approchent de la ruine, cette maison abandonnée, le Rudere, qui par une erreur administrative a été attribuée à ces humanitaires et est devenue le siège des migrants et de leurs accompagnateurs. Donc elles sont ni bonnes ni méchantes, ces femmes, et donc elles apportent petit à petit des choses. Et la première, dans ce lieu, et la première chose qui les frappe, c'est qu'une fois habillées comme à l'occidental, comme elles, comme les autres, ils renvoient une image différente. Et c'est peut-être justement la bonne, c'est-à-dire que toute l'humanité n'est constituée que de frères, que d'égaux. Et il n'y a qu'en apparence qu'il y a une véritable différence. En profondeur, nous sommes tous égaux. Le vêtement, c'est un exemple d'apparence, mais au fond, nous sommes tous les mêmes. Il y a, ce qui est intéressant, c'est que l'altérité, le problème de la différence, il ne se pose pas simplement entre les villageois et les migrants. Déjà, à l'intérieur du village, il y a la peur de l'autre, le jugement, celui qu'on écarte. Il y a les dames qui vivent dans la belle maison, qui était la maison du maire, et qu'on n'approche pas, qui ne se mélange pas aux villageois. Il y a le tailleur qui a connu des périodes fastes et dont le fils est parti et dont on murmure que, évidemment, son fils est homosexuel. Il y a un jugement des uns envers les autres déjà dans le village. Et c'est aussi ça, peut-être, que vont découvrir vos personnages. En découvrant les migrants, ils vont comprendre qu'ils étaient déjà dans le jugement entre eux. Sì, nei due gruppi ci sono poi i due sottogruppi, no? Perché per quello che riguarda i paesani è quello che dicevi, cioè anche fra loro ci sono differenze enormi, ci sono critiche, ci sono asti, no? Che durano da molto tempo, e soprattutto c'è poi in riferimento a quello che succede ai migranti una divisione netta fra chi è curioso e quel muro lo vuole abbattere e alla fine lo abbatte, e chi invece si ritira e vuole costruire muri sempre più alti fra i paesani e migranti. Però anche fra i migranti ci sono quelli aperti al diverso, aperti ai paesani, aperti agli occidentali, diciamo, agli europei, e poi ci sono i neri col muso, i neri musoni che hanno rischiato la pelle per arrivare qua in Europa e per errore sono stati buttati in una specie di paese conciato male, e quindi non ne vogliono sapere, aspettano ogni giorno di essere trasferiti nella vera Europa, quella di cui gli hanno parlato. Quella non è la vera Europa, e continuano a tenere il muso anche a chi è gentile con loro. Quindi ci sono all'interno dei due gruppi, anche i due gruppi sono fra loro divisi. Oui, en effet, il y a dans les deux groupes deux sous-groupes
car effectivement, comme vous l'avez dit, il y a dans les villageois aussi, chez les villageois, des divisions, des critiques, une peur de la différence, des conflits ancestraux qui les divisent. Et aussi, par rapport à ce qui se passe, il y a une division nette parmi les villageois entre ceux qui sont curieux, qui voudraient abattre le mur entre eux et les migrants, et puis ceux qui sont plus en retrait et qui, au contraire, voudraient construire des murs de plus en plus hauts qui les séparent de ces migrants. Mais aussi, dans le groupe des migrants, il y a des différences entre ceux qui sont ouverts aux Européens, aux villageois qui viennent les aider à la différence, et puis ceux qui, au contraire, les refusent. Ces Noirs qui font la tête et qui ont risqué leur peau pour venir en Europe et qui, par erreur, se sont retrouvés jetés dans ce petit hameau mal fichu. Et ne veulent rien savoir de cet endroit. Ils attendent tous les jours leur transfert vers l'Europe, vers la vraie Europe, celle qu'ils attendent. Et en attendant, ils continuent de faire la tête à ceux qui sont gentils et qui veulent les aider. Donc même entre eux, ils sont divisés dans les deux groupes. Si vous le permettez, Milena Agus, justement, je voudrais lire un petit extrait, parce que, comme souvent dans vos livres, ce sont les femmes qui prennent les initiatives pour aller vers l'autre, et cette situation va générer évidemment des tensions avec les maris. À présent, depuis l'arrivée des migrants, plus une conversation entre mari et femme n'avait lieu sans dispute. Les hommes haussaient le ton, tapaient du poing sur la table, la tête rentrée dans les épaules comme des taureaux, puis ils finissaient par donner des coups de pied dans les chaises. C'était au début, quand ils croyaient encore pouvoir nous convaincre de lutter pour chasser les envahisseurs, avant qu'ils décident que nous étions une cause perdue et que mieux valait nous ignorer. Vous auriez dû voir, en revanche, comment ils étaient aimables avec les autres, même avec ceux qui jusqu'ici leur couraient franchement sur le haricot, ceux avec lesquels survenaient les plus violentes prises de bec, en particulier sur le sujet des riches et des pauvres, ou sur le fait que nous, les Sardes, nous sommes incapables de rébellion et qu'à cause de notre stupidité et de notre rivalité mesquine, l'île est toujours aux mains des spéculateurs étrangers, que quand un Sarde a une idée, elle est à jeter aux orties, tandis que la dernière foutaise venue d'ailleurs est forcément un projet génial. Désormais, ces sujets-là n'étaient plus source de litige. À présent, qui voulait refouler les envahisseurs était un ami. J'ai choisi ce passage parce qu'il montre à quel point la présence de ces migrants est comme un grain de sable dans la machine à tous les niveaux. Ils vont générer, sans le vouloir, des alliances entre les villageois qui jusque-là se disputaient. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement la découverte des migrants, c'est aussi tout un écosystème qui va changer au sein du village. Sì, c'è a proposito di queste alleanze e rotture, no? C'è un brano, diciamo, molto a suo modo un po' malinconico, piuttosto triste, in cui le donne si ricordano di come erano contente con le amiche, no? Mettevano fuori le sedie, chiacchieravano di notte. È un'abitudine che c'è molto nei paesi sardi. D'estate si porta fuori la sedia, la si mette in strada e si parla, si raccontano cose e si discute. Ed erano amiche e molte amicizie purtroppo, per la diversa posizione presa nei confronti dei migranti, si rompono, arrivando e così si rompono. Poi ci sarà un'evoluzione della cosa anche con i mariti, e così a un certo punto i mariti prima cercano di convincere le mogli a non andare più a rudere. Loro all'inizio lo fanno di nascosto, cioè fanno le opere di bene
nascondendosi, cambiando strada, cercando di fare le strade meno battute per arrivare, e poi prendono coraggio e basta, e dicono che loro hanno preso questa decisione, e quindi si rompono, anche se non per sempre. Niente è per sempre in questo libro. Non mi piacciono le storie che hanno un per sempre. Sì, rimane comunque aperto. E quindi sì, si rompono proprio le alleanze, perché la decisione sul comportamento da usare nei confronti dei migranti è diversa. Sì, così come succede anche nella vita, no? Certo. Alors, à propos de ces alliances et de ces ruptures, il y a un passage dans le livre qui est mélancolique, qui est triste d'une certaine manière. C'est un passage où les femmes essaient de se rappeler combien il était agréable, combien elles étaient contentes de ces soirées qu'elles passaient entre elles, quand elles bavardaient sur les chaises qu'elles mettaient dehors. C'est une habitude qu'on a beaucoup dans les villages sardes, de mettre une chaise dehors sur le pas de la maison quand il fait très chaud, et le soir on se parle, on se raconte des choses, on rit ensemble. Et beaucoup d'amitiés ont éclaté suite à les prises de position des unes et des autres autour des migrants. Puis il y a une évolution aussi avec leur mari, puisque au départ, leur mari cherche à les convaincre de ne pas aller à la ruine, de ne pas aider à être en contact avec les envahisseurs, mais elles le font tout de même, elles le font en secret, alors en se cachant, en changeant de route, en prenant des petits chemins. Et puis, elles vont ensuite assumer leurs décisions aussi auprès de leur mari. Et donc, il y a une rupture. Alors, ce n'est pas une rupture pour toujours, à jamais. Moi, je n'aime pas les choses qui sont définitives. J'aime ce qui reste ouvert. Mais des alliances vont se rompre, notamment concernant le comportement à adopter face à ces immigrants. Mais c'est comme dans la vie en général. A proposito di questo, vorrei dire un po' cosa succede. Le amiche contrarie all'apertura nei confronti dei migranti e dei diversi, e a proposito dei mariti, le mettono in guardia e dicono: guardate che voi, se continuate ad andare a fare tutta questa comunella e questo minestrone con i migranti, lo chiamano sempre il minestrone, questo bel minestrone, voi i matrimoni ve li giocate, e la voce del coro, che non si sa chi è, ma è perché è un coro che parla, la voce dice: vabbè, ce li giocammo. E questo è il primo atto di coraggio, andare a testa alta dai migranti a rudere, perché hanno comunque non solo i mariti contro e i vecchi amici, ma hanno anche le madri, le suocere. Le madri dicono: vi avremmo dovuto massacrare di botte, picchiare con la zirogna, che è una frusta che si usava in Sardegna nei tempi antichi per picchiare male. È una frusta. Quindi voglio dire, alla fine il primo atto di coraggio di andare a testa alta a fare del bene ce l'hanno. E questo è il primo atto, giocarsi i matrimoni, che non è da poco. Poi uno dice: io ce l'avrei fatta, e io per esempio non lo so. Penso di sì, però avrei seguito l'istinto. Alors, à propos de ça, je veux dire que ce qui se passe en réalité, c'est que des amis qui sont opposés à l'ouverture aux migrants, à la différence, mettent en garde les autres, celles qui sont favorables.
Et elles leur disent, si vous continuez comme ça à faire ce minestrone, ce bouillon de légumes, c'est vos mariages qui sont en jeu et qui risquent d'échouer. Et ça, c'est la voix de ce chœur qui est, puisque le livre est construit sur la voix du chœur, qui dit on peut prendre le risque. Voilà. Et c'est leur premier acte de courage d'aller la tête haute à la ruine. Et elles le font contre leur mari, contre les amis qui sont opposés à ce geste, mais aussi contre leur mère, contre leur belle-mère, qui leur disent on aurait dû vous massacrer, on aurait dû vous battre avec le nerf de bœuf, qui est le fouet qui est utilisé en Sardaigne. Voilà. Donc ce premier acte de courage, c'est de faire le bien, jusqu'à risquer l'équilibre de son couple, de son mariage, de son ménage. Voilà. Alors on peut dire, moi je l'aurais fait, c'est facile, oui, mais c'est vrai, moi je l'aurais fait aussi par instant, mais on ne sait pas. Alors, il y a dans ces groupes aussi, vous avez évoqué tout à l'heure, les humanitaires, qui eux aussi arrivent avec leurs histoires, avec leurs démons, leurs failles. Ils sont là pour aider les migrants, mais quelque part, eux aussi, ils ont besoin d'être aidés. Il y a le professeur, il y a l'ingénieur, il y a cette jeune fille qui est un très beau personnage, Lorena, qui est cette jeune étudiante chétive et à fleur de peau, qui écrit de la poésie et qui est folle amoureuse du professeur. Il y a également un jeune garçon, Robin, qui lui aussi est un jeune homme blessé, qui a été un peu dealer de drogue, un peu voyou, mais dont on se rend compte en fait qu'il y a plus de facettes chez lui que ce que l'on voit au premier abord. Et si j'évoque ces personnages, c'est parce que la rencontre, elle est aussi transgénérationnelle. La volonté d'aider les plus jeunes va peut-être à un moment donné réunir tout le monde aussi. Il y a aussi une femme enceinte, un enfant à naître. Et la présence de cette jeunesse, me semble-t-il, va générer aussi quelque chose dans ce groupe. Sì, allora si parte possiamo partire dalla mentalità delle paesane, no? Che hanno una certa idea di chi fa del bene. Allora, loro non sono cattive, ma non hanno all'inizio nessuna voglia di fare del bene, mentre i volontari sarebbero una sorta di missionari, e cioè quelli che la possibilità di fare del bene se la vanno a cercare anche lontanissimo dalla loro casa, no? Quindi secondo una nostra idea comune potrebbero essere delle persone speciali, delle persone particolarmente buone. Nel libro si capisce che anche loro sono pieni di problemi fino al collo, sino a quando una volta che questi problemi le paesane li vedono, dicono: bah, a noi non sembrano questi molto adatti per fare i volontari, per fare i missionari, perché uno insomma, perché ha chiesto l'anno sabbatico all'università per fare questo lavoro? Quella Lorena, quella ragazzina che scrive le poesie, lo fa perché è innamorata del professore e lo voleva seguire, no? Insomma, ciascuno ha delle idee piuttosto poco edificanti, no? sulla propria missione, sino a quando una si scoccia dopo che fanno questi elenchi di come quello non è adatto, l'altro non è adatto a fare il volontario, quello l'ha fatto perché scappava dalla polizia perché era droghino, quella, e vabbè,
A un certo punto dice anche una cosa che ci fa pensare e dice: ma mi state dicendo che allora tutti quelli che vogliono fare del bene all'umanità, tutti i missionari, tutti i volontari, lo fanno perché non sanno dove sbattere la testa? Perché anche quella è una conclusione a cui non dobbiamo arrivare. Ciascuno di loro, certo, lo fa forse per una questione privata, però comunque il bene lo fa ed è innegabile, i fatti parlano, no? Alors, on peut repartir de cette mentalité des villageoises qui ont une certaine idée de ce qu'est une personne qui fait du bien. Et elles ne sont pas méchantes, mais elles n'ont pas non plus envie particulièrement de faire le bien, alors que les volontaires, les humanitaires, sont en quelque sorte des missionnaires, c'est-à-dire qu'ils cherchent la possibilité de faire le bien, et ça, même assez loin de chez eux. Notre idée commune est que les personnes qui font cela, ce sont des personnes particulièrement bonnes, qui sont des personnes spéciales. Mais en fait, les villageoises s'aperçoivent, tout comme nous dans le roman, qu'eux aussi ont des problèmes, et des problèmes jusqu'au cou. Et les villageoises donc, qui voient cela disent eh bien, à nous, ils ne semblent pas très adaptés, en fait, ces missionnaires, pour leur métier. Entre celui qui a pris une année sabbatique pour faire ce travail en quittant l'université, ce personnage de Lorena qui est amoureuse de son prof et donc qui le suit, chacun a des idées qui sont peu édifiantes en réalité sur sa mission. Mais l'une de ces villageoises qui en a un petit peu marre de ces discours dit quelque chose qui est intéressant, qui peut faire réfléchir. Si tous ceux qui veulent faire le bien de l'humanité, si on imagine que c'est juste parce qu'ils ne savent pas où aller, alors on arrive à des conclusions qui n'ont pas de sens. Effectivement, chacun a une raison privée de faire le bien, de s'engager, mais les faits parlent au bout du compte et c'est ça qui compte. Et donc j'évoquais par ailleurs la question de la solidarité autour de cette jeunesse, de Robin, de Lorena, de ce bébé à naître, de ce fils aussi, Mahmoud, qui est d'ailleurs qualifié d'assez antipathique et dont il s'avère évidemment que les choses sont beaucoup plus compliquées. Il me semble que les jeunes, les enfants sont un point de ralliement pour tout le monde, pour les humanitaires, pour les villageois, pour les envahisseurs, et que ça fait aussi partie des projets communs qu'ils vont avoir. Sì, dobbiamo pensare che dal paese i giovani se ne sono andati. Non essendoci più giovani non nascono bambini. Addirittura il paese non è più un comune, ma è una frazione, quindi non ha neanche la scuola elementare, perché bambini non ce ne sono. E la bellezza, la gioia in fondo, la vita che portano i migranti è proprio anche questa. Per esempio la presenza di un bambino, anche se loro prima di sapere cosa ha passato Mahmoud dicono che è il bambino più antipatico del mondo, e il siriano musulmano dice, quindi uno dei migranti dice che è uno scandalo che un bambino così antipatico e odioso l'abbiano chiamato Maometto, perché Mahmoud vuol dire Maometto. E non si sarebbero dovuti permettere, il bambino è molto antipatico, ma perché è antipatico? Non fa in realtà niente di male, rifiuta il nostro mondo, rifiuta i giocattoli,
rifiuta il modo nostro di essere affettuosi. Lui ci rifiuta l'Europa. E poi vabbè, poi si scopriranno delle cose. E così arrivano i giovani. È una strana cosa quella che succede. Il paese è vuoto di giovani che sono emigrati per ragioni non di guerra, però sono andati in cerca di un luogo dove possono star meglio, no? E questo vuoto riempito dagli emigrati viene riempito per un tempo gentile, per la dolce stagione, dagli immigrati. Quindi volevo che si capisse questo eterno andare dell'uomo che sin dalla preistoria, sin da Homo erectus, ha iniziato a camminare e andare. Questo è un nostro destino comune. Si riempiono vuoti, no? In questo caso vengono riempiti dei vuoti. Ed è la cosa in fondo più gioiosa del libro, la presenza, di nuovo, il fatto che nasca un bebè, il fatto che ci sia un bambino, anche se non è simpatico, però sempre bambino è, e poi l'ingresso di tutti quei giovani. Alors, il faut penser que ce village, c'est un village dont les jeunes sont partis. Il n'y a plus de jeunes et donc, par conséquent, il n'y a plus d'enfants. Et d'ailleurs, le village n'est même plus un village, c'est désormais un hameau. Et il n'y a plus d'école primaire puisqu'il n'y a plus d'enfants. Or, la beauté et la joie qu'apportent ces migrants, eh bien, c'est justement celle-là, c'est la présence d'un enfant. Même si voilà, Mahmoud est antipathique et que l'un des migrants, le Syrien, dit que c'est un scandale qu'on ait appelé un enfant aussi antipathique du nom de Mahomet, puisque Mahmoud vient de Mahomet. En réalité, cet enfant, il ne fait rien de mal, c'est simplement qu'il refuse notre monde, il refuse les jouets, il refuse en réalité notre manière d'aimer. Il refuse l'Europe, et puis on va découvrir des choses sur lui. Donc les jeunes, en réalité, ils arrivent, mais ce qui est étrange, c'est qu'ils arrivent dans un village dont les jeunes sont partis. Les jeunes Italiens, les jeunes Sardes, ont émigré, non pas parce qu'il y avait la guerre, mais parce qu'ils cherchaient un endroit où mieux vivre. Et ils ont laissé un vide qui est rempli par les immigrés. Donc les émigrés laissent un vide qui est rempli par les immigrés pendant le temps de cette douce saison. Et je voulais ainsi montrer l'éternel mouvement de l'homme qui, depuis la préhistoire, depuis l'Homo erectus, ne fait que migrer, changer d'endroit. C'est notre destin commun. Et remplir les vides, c'est peut-être ce qu'il y a de plus joyeux dans ce livre. C'est une présence, notamment la naissance de ce bébé. Même si c'est un enfant antipathique, Mahmoud, c'est quand même un enfant. Et les jeunes sont là. Vous parlez de notre destin commun qui est le perpétuel mouvement de la migration. Il est question dans ce livre à plusieurs reprises, à travers un de vos personnages qu'on appelle Tantine, il est question de l'Iliade. J'imagine que le choix de l'Iliade n'est pas un hasard dans un livre qui traite de la question aussi de la migration. Pourquoi Pourquoi avez-vous souhaité qu'il soit question à plusieurs reprises de l'Iliade à travers un coup de téléphone que passe Tantine à son neveu assez régulièrement pour l'aider dans ses devoirs, pour réexpliquer le contexte? Sì, questa
Allora, Ziuccia in italiano è italiano un po' sardo, in sardo sarebbe Zietta. Zietta è la sorella rimasta viva perché la mamma del bambino con cui lei fa i compiti tutte le notti via internet è morta, la sorella è morta, il padre del bambino, una volta morta la moglie, è tornato molto lontano, è oltreoceano, era uno straniero e Ziuccia è rimasta l'unica, no? L'unico punto di riferimento del nipote. E siccome va molto in giro, proprio perché è una volontaria che va in missione, no? Lei ha escogitato questo sistema di fare tutte le notti i compiti col bambino, che durante la dolce stagione i compiti sono sull'Iliade. E a questo punto le paesane, che non sono affatto ignoranti, sono della mia generazione, quindi sono andate tutte al liceo, hanno fatto tutte le superiori, insomma, però anche tramite quello che sentono dire a Ziuccia sull'Iliade, capiscono per la prima volta l'Iliade. Ma questo è successo a me, che ho insegnato l'Iliade per anni e solo a un certo punto ho capito che è un libro di oggi, è attualissimo, e che la distruzione di Troia, dove non si combattevano l'esercito dei greci e gli eserciti dei greci e dei troiani, ma Troia ha distrutto gli innocenti, ha distrutto bambini, vecchi, persone che con la guerra non c'entravano niente. E io stessa non mi ero resa conto di questo, di come non ci sia una differenza fondamentale fra il bombardamento terrificante di Aleppo in Siria e la distruzione di Troia, cioè loro stesse capiscono come il lontano e il vicino non siano mai così lontani e così vicini, ma neppure il lontano nel tempo, dal tempo di oggi, è in fondo così lontano. L'umanità segue proprio, cioè segue proprio quel cammino e si trova in modo diverso, in tempi diversi, di fronte alle stesse tragedie, così come anche di fronte alle stesse gioie. Alors, le personnage de Tantine, qui, dans le livre italien, est Ziuccia, c'est une manière sarde de dire Zietta. C'est une sœur qui est encore vivante. C'est la tante d'un enfant dont la maman est morte. Et elle lui fait faire ses devoirs par Internet, puisque après la mort de sa femme, le père s'est éloigné, il est outre-Atlantique. Et Tantine, c'est le point de référence de son neveu. Mais comme elle est volontaire, elle est toujours en mission, donc toujours par Mons et par Vaux, elle a inventé cette possibilité de faire les devoirs avec son neveu par Internet. Et pendant l'été, elle lui fait faire des devoirs sur l'Iliade. Alors, les femmes qui sont représentées dans le roman, elles ne sont pas du tout ignorantes, hein, ce sont des femmes de ma génération, elles ont été au lycée, mais à travers Tantine, elles comprennent enfin l'Iliade. Et c'est aussi mon expérience, puisque moi j'ai enseigné l'Iliade pendant des années, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en réalité c'était un livre d'aujourd'hui.
et que, en réalité, il ne parle pas de la destruction de Troie, des armées des Grecs et des Troyens, mais de la destruction des enfants, des familles, des gens qui n'ont rien à voir avec la guerre. Et il n'y a pas de différence fondamentale entre un bombardement terrifiant à Alep et la destruction de Troie. Donc on comprend en réalité que le proche n'est jamais si proche et le lointain jamais si lointain, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. L'humanité est toujours et elle suit toujours le même chemin, même si ce sont des époques différentes. En réalité, elle rencontre toujours les mêmes tragédies, mais aussi heureusement les mêmes joies. Attraverso quello che loro sentono dell'Iliade, loro ma anche io, quando mi si sono aperti gli occhi sull'Iliade, capiscono che comunque l'Iliade ci dice quanto la guerra è inutile e quanto i motivi, per la maggior parte dei casi, a me sembra il 90% dei casi, a meno che non siano guerre difensive, cioè uno ti viene in casa, ti vuole ammazzare, vabbè, è un'altra storia. Però i motivi di quando si decide che tu sei in guerra con un altro paese non sono stupidi come quelli della leggenda della guerra di Troia, cioè che c'è il cornuto Menelao, la moglie Fedifraga, cioè queste scemenze, ok? Però se noi ci riflettiamo, in genere sono sempre dei motivi che si potevano risolvere, dei problemi che si potevano risolvere in un altro modo, e che poi alla fine della guerra sembra che la questione sia stata risolta, e non è mai vero. Cioè non c'è una sola guerra che abbia risolto qualcosa, tranne certo quelle difensive in cui ti vengono ad ammazzare, ti vengono in casa ad ammazzare. Ad ammazzarti e ad ammazzare i tuoi cari. Oui, parce qu'en fait, leur lecture de l'Iliade, et c'est aussi ce dont j'ai fait l'expérience, moi aussi, quand j'ai ouvert les yeux, c'est que l'Iliade nous montre combien la guerre est inutile. Que les raisons de la guerre, en tout cas dans 99% des cas, sauf quand il s'agit d'une guerre défensive, quand on vient vous tuer chez vous, les raisons de la guerre, leurs motifs sont toujours futiles, surtout quand il s'agit de déclarations de guerre entre pays. Il n'y a pas plus stupide que la guerre de Troie, puisque c'est véritablement une histoire futile entre Ménélas et sa femme. Mais les problèmes, on pense qu'on peut les résoudre avec la guerre, et ils pourraient en réalité être résolus autrement. Il n'y a aucune guerre en réalité qui résout quoi que ce soit, sauf les guerres défensives où évidemment on vient vous attaquer chez vous et tuer les êtres qui vous sont chers. Alors, il y a un autre personnage qui joue un rôle très important, qu'on surnomme la dévote, qui, on le découvre, évidemment on ne dira pas tout, mais aurait pu être nonne, et d'ailleurs on la surnomme aussi la nonne. Elle est là, elle porte la parole à la fois évidemment de Dieu, mais quelque part aussi, de temps à autre, on pourrait dire la parole du bon sens, puisqu'elle met les villageois face aussi à leurs propres contradictions par rapport aux migrants. Est-ce qu'elle ne leur sert pas d'une certaine manière, elle ne leur met pas un miroir devant eux lorsqu'elle leur dit, par exemple, c'est à vous-même que vous devriez demander pardon, leur dit-elle à un moment. C'est-à-dire qu'elle est là pour leur rappeler qu'avant de chercher à comprendre les migrants, ils devraient peut-être eux-mêmes regarder leur propre image.
in Italia hanno considerato il libro interessante dal punto di vista religioso e mi hanno invitato 2 settimane fa al Festival Biblico. Sì. Chiaramente io sono stata molto onorata perché sono religiosa, e poi ho detto: ma guarda, sembra una cosa, il mio libro è anche interessato ai religiosi, e al suo posto c'era un prete e mi ha interessato molto, e mi ha colpito come lui ha definito dal punto di vista religioso questo libro, Un Saison Douce, non so se lo pronuncio bene, e l'ha definita la storia di una conversione involontaria. Sì, è guidato, c'è questa conversione guidata da devota che conosce bene il Vangelo, che ogni volta in cui le amiche, lei fa parte del gruppo di quelle che vanno dai migranti, devota, però lo fa da persona religiosa, quindi lo fa per mettere davvero in atto il Vangelo, e le guida queste amiche proprio verso una, direi, completa conversione, perché loro, di aver aiutato i migranti, non solo alla fine sono felici, ma rimpiangono la dolce stagione in cui finalmente avevano capito delle cose, ecco, anche dal punto di vista religioso. E ci sono proprio tutti i brani del Vangelo che adesso non è il caso di dire, che lei sa a memoria, perché doveva farsi suora, poi per questioni sue sentimentali non si è più fatta suora, ed è proprio la loro guida, sì. Alors en Italie, le livre a été vu a été aussi lu du point de vue religieux. Et un livre intéressant de ce point de vue. Et donc j'ai été invitée à un festival, le festival biblique. Et j'ai été très honorée puisque je crois en Dieu, et aussi parce que je suis très contente que mon livre ait intéressé des ecclésiastiques. Et la personne qui m'interviewait, qui était à votre place, était un prêtre, et cela m'a beaucoup plu, la manière dont il a défini le livre. Il a dit que du point de vue religieux, on pouvait voir ce livre comme le récit d'une conversion involontaire, qui est guidée par ce personnage de la dévote, qui connaît très bien l'Évangile et qui fait partie de ce groupe qui va vers les migrants. Mais elle le fait en tant que personne croyante, pour vivre l'Évangile. Et elle guide les autres vers une conversion complète, parce que à la fin, ces femmes sont heureuses d'avoir aidé les autres, mais aussi elles regrettent ce temps, cette saison douce, pendant lequel elles ont compris quelque chose aussi du point de vue religieux. Donc il y a de nombreux passages qu'elle connaît par cœur, des passages de l'Évangile qu'elle connaît par cœur, bon, que l'on ne va pas citer ici, mais qui témoignent du fait qu'elle avait voulu devenir sœur, puis elle a renoncé, mais elle sert de guide aux autres, de guide spirituel. Alors, il ne nous reste malheureusement pas beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on aborde quand même la question de la forme. Toujours dans votre écriture, Milena Agus, malgré des sujets parfois tragiques, durs, toujours de l'humour, toujours une forme imperceptible de légèreté. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, si j'ose dire, consciemment, c'est-à-dire vous voulez écrire avec de l'humour et de la légèreté, ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre nature et vous ne sauriez raconter une histoire autrement, aussi dramatique fût-elle?
Sì, la leggerezza è chiaramente voluta e studiata, sì. E poi devo dire che la prima domanda che faccio dopo che uno ha letto un mio libro non è interessante, non so, ti ha intrigato, no, ti ha un po' divertito, ti sei fatto qualche risatella, hai sorriso più volte, perché io non ritengo i miei dei grandi libri, no? Non sono delle grandi opere, ecco. Ma penso che no, non penso. Quello che desidero di più è essere utile. Allora, dal momento che non posso essere utile con una grande opera, vorrei essere utile facendo passare delle ore piacevoli che però non siano sciocche, che non siano piacevoli da superficiali, ma che siano piacevoli mentre anche si riflette su qualcosa. E questa è la mia grande, il mio intento più forte quando scrivo. E non è però solo questa la ragione. La ragione è anche che mi devo divertire io mentre lo scrivo e che questo avviene non in tutti i passi del libro, però per esempio una volta scrivendo una scena mi sono divertita così tanto che sono anche caduta dalla sedia, perché ho riso sgangheratamente e dicevo: Milena, ma ti fai ridere da sola. Però questo è, io devo avere piacere quando scrivo, ma è una cosa che ho sempre avuto. Forse la cosa più brutta che mi possono dire è anche a me, alla mia persona, nella vita privata, è che sono noiosa. Cerco di non essere noiosa, poi possono dirmi che sono brutta, che sono scema, però perfino a scuola con gli alunni io a un certo punto la domanda la faccio: ma le mie lezioni sono noiose? E loro rispondono: no prof, no, non è mai noiose. Io, vabbè, ce l'abbiamo fatta. Oui, alors cette légèreté, elle est voulue, elle est étudiée pour être là. Et d'ailleurs, moi, la première question que je pose à un lecteur après qu'il ait refermé mon livre, ce n'est pas du tout de lui dire alors c'était intéressant, est-ce que ça t'a intrigué, mais plutôt est-ce que ça t'a amusé, est-ce que tu as ri, est-ce que tu as passé un bon moment et est-ce que tu as souri plusieurs fois. Moi, je ne pense pas faire de grands livres. Je ne considère pas que je fais une grande œuvre. Mais mon vrai désir, c'est d'être utile. Et si ce n'est pas à travers une grande œuvre, c'est en faisant passer des heures agréables à mon lecteur, mais pas des heures superficielles, des heures agréables, tandis qu'il réfléchit sur quelque chose. Donc c'est mon intention la plus forte, mon projet. Voilà, ce n'est pas d'ailleurs seulement celui-ci, c'est aussi que je dois moi aussi m'amuser en l'écrivant. Alors évidemment, je ne m'amuse pas toujours, mais cela m'arrive souvent, et notamment, il y a une scène qui m'a tellement plu, je me suis tellement amusée à l'écrire que j'en suis tombée de ma chaise. J'ai rié aux éclats et je me suis dit, mais voyons Milena, tu te fais rire toute seule. Voilà. Mais j'ai toujours eu cela. Et la chose la plus terrible qu'on puisse me dire, c'est que je suis ennuyeuse. On peut tout me dire, que je suis laide, que je suis bête, mais je ne veux surtout pas être ennuyeuse. Et d'ailleurs, quand j'enseigne, je demande toujours à mes élèves, mais est-ce que vous vous ennuyez pendant mes cours? Et ils me disent, non, madame, on ne s'ennuie pas. Et alors là, je me dis, j'ai réussi. Une dernière question sur un personnage qu'on n'a pas évoqué, Milena Agus, c'est le chien. Il s'appelle Gilles et il est là, le chien.
qui se promène au milieu de tout ça, des humanitaires, des envahisseurs, des villageois, qui s'est donné pour mission de surveiller certaines personnes, de prendre soin d'elles. Pourquoi ce chien se promène là parmi tout le monde et identifié d'ailleurs avec ce prénom assez amusant pour un chien? Sì, allora Sir Gillo da Norfolk, che è soprannominato così il cane Gillo perché è molto educatissimo, e è nel libro perché esiste, è fatto così, è molto educato. Noi amici, è il cane di un mio caro amico fratello, non ha avuto figli, però ha la fortuna di avere questo Gillo. E in effetti tutti noi amici siamo in una tale ammirazione, ammiriamo talmente tanto Gillo, il cane vero, che l'ho messo nel libro perché non volevo morisse, volevo che restasse per sempre Gillo. Perché lo amiamo molto e non è più giovane, gli manca davvero un occhio, ha sofferto molto. Franco l'ha trovato in un canile e Gillo è davvero fatto così come lo descrivo, e ho pensato ma lo penso a volte anche delle persone, questo non devo morire. Poi l'unico modo per non far morire le persone è farle diventare personaggi, e per quello, sì. Donc, Sir Gilles de Norfolk, c'est le surnom du chien, qui est effectivement un chien qui est très bien élevé et éduqué. Et je l'ai mis dans ce livre, mais c'est un chien réel. C'est le chien de l'un de mes amis, qui est aussi presque un frère pour moi, et qui n'a pas d'enfant, mais il a la chance d'avoir Gillo. Voilà, et je nourris une telle admiration pour ce chien, le vrai, que je l'ai mis dans le livre afin qu'il ne meure pas, pour qu'il soit toujours avec nous, parce qu'il est déjà âgé, il a perdu un œil, il a beaucoup souffert, il avait déjà été trouvé dans un chenil, mais il est fait comme ça, voilà, très, très bien élevé. Et c'est aussi ce que je pense parfois des gens, des personnes. Je ne veux pas qu'elles meurent, alors la meilleure manière de faire en sorte qu'elles ne meurent pas, c'est qu'elles deviennent des personnages. Merci infiniment, Milena Agus, pour cette conclusion, faire vivre ce qu'on aime dans les livres. On n'en attendait pas moins de vous. Une saison douce, c'est le titre de ce nouveau roman que j'invite tout le monde, si ça n'est pas déjà fait, à découvrir. C'est publié aux éditions Léana Lévy. Dire aussi peut-être que c'est traduit de l'italien par Marianne Forobert. C'est important de le dire parce que sans elle, ceux qui ne parlent pas italien ne pourraient pas le lire. Merci beaucoup à vous, Marine Aubry, pour la traduction. Encore une fois, merci à vous, Milena Agus.